Islam populaire, islam du pauvre. C'est le titre de l'audio d'aujourd'hui. Alors, c'est un titre qui peut paraître un peu, oui, un peu piquant, peut-être percutant, mais pas provocateur, parce que je ne suis pas dans la provoque et je suis musulman moi-même. Mais je trouve qu'à mon sens, ce titre exprime une certaine réalité. Alors, certes, vous pouvez y voir de la subjectivité, parce que c'est un ressenti personnel, mais de mon côté, je m'efforce du mieux que je peux et à mon niveau, bien entendu, d'être le plus objectif possible et je vais tenter d'essayer de dresser un constat assez froid de la réalité. Ou du moins la réalité de l'islam populaire, ou l'islam de banlieue. Alors oui, il existe un islam de banlieue, un islam populaire. Alors pourquoi je rajoute de banlieue ou populaire derrière le mot islam? Tout simplement parce que, oui, effectivement, c'est l'islam, mais avec une teinte particulière. Alors bien entendu, il y a un écart assez considérable entre l'islam traditionnel et l'islam de banlieue, l'islam populaire. L'islam de banlieue n'est ni plus ni moins qu'un islam moderne, c'est un phénomène moderne, et qui a pris une teinte particulière, comme je vous l'ai dit, parce que l'islam a subi tout un tas d'influences dues au contexte social et historique. Ce qui fait que par la suite, bien évidemment, l'islam a pris une forme, on va dire, assez singulière, assez particulière en banlieue. Alors, je préfère parler d'islam populaire que d'islam de banlieue, parce que la banlieue, c'est un peu trop restrictif. Il est il est plus correct de parler d'islam populaire. Alors oui, selon moi, c'est une nuance à prendre en considération, parce qu'elle a son importance. Mais j'ai envie de dire, c'est d'une certaine manière, ça renvoie à la même chose, parce que l'islam populaire ou l'islam de banlieue, l'islam en France plus largement, est une importation venue d'ailleurs. Tout ceci est le fruit de toutes les vagues d'immigration qu'il y a eu depuis plusieurs années sur le territoire français. Tout ce flux humain a été, pour l'écrasante majorité, parqué dans les ghettos, parqué dans les banlieues, les grandes banlieues de France. Oui, j'emploie le mot parqué parce que c'est le mot. Donc je pense qu'il paraît évident que de dire que la majorité des musulmans de France, qui pour la plupart résident en banlieue, sont issus de l'immigration postcoloniale. Donc la République française a très largement profité des peuples immigrés, et non pas par philanthropie, même si les républicains s'autoproclament comme de très grands humanistes, il n'y a rien de philanthrope dans leur démarche de politique immigrationniste. Certes, on peut y voir une main tendue parce que la décolonisation a laissé certains pays dans des misères très sombres. Mais l'objectif de cette politique immigrationniste était de puiser dans ce réservoir d'humains, les importer sur le territoire pour faire tourner encore la machine de ce grand système. Parce que bon, c'était une machine qui commençait à perdre un peu de vitesse. Le regroupement familial est arrivé, si je ne me trompe pas, dans les années 70, sous l'ère de Giscard. Donc après l'époque mai 68, l'époque où le libéralisme était à son paroxysme, l'hédonisme, le plaisir, il est interdit d'interdire. Le leitmotiv de cette époque était de jouir, 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 jouir continuellement, quitte à oublier de faire des enfants. Il fallait bien à un moment donné ramener de l'humain, des bras et des mains pour faire tourner ce système. Bien entendu en occupant les plus basses classes sociales, en faisant des métiers assez ingrats. On vous parle dans des ghettos, dans des banlieues, dans des immeubles qui font 56 étages, où tout le monde est agglutiné les uns sur les autres. Bien sûr, il y a le verbiage politique gauchiste et démago qui flatte les masses et qui arrive à en faire oublier la condition de certains. Parce que oui, le regroupement familial est arrivé sous un gouvernement de droite, mais a été très largement récupéré et renforcé par les gouvernements de gauche par la suite. Mais bon, que ce soit de droite ou récupéré par la gauche, objectivement, on peut s'accorder à dire que c'est de l'esclavage moderne. Alors, petite parenthèse, je dis ça sans cracher dans la soupe, parce que bon, je vis en France, je paye mes impôts en France, mais je critique une politique et je dissocie bien entendu le peuple français de ses élites. Alors, en France, l'islam est souvent perçu comme un problème. C'est un problème à gérer, voire à combattre. Et de base, l'islam n'était pas le seul rempart à la République. La République a toujours eu comme fantasme de vouloir créer une communauté républicaine, de reconnaître aucune autorité si ce n'est la communauté de la République. Et croyez-moi que la République, ou du moins les élites de cette République, savent très bien
que les seules communautés qui puissent exister, qui puissent avoir une réelle valeur, sont les communautés traditionnelles ou religieuses. Parce que ces communautés religieuses en question s'appuient sur des socles hautement qualitatifs, donc incroyablement durs à détruire. Donc la République a dû user de ses faits d'armes majeurs. La diabolisation dans un premier temps, et aussi l'infiltration, le diviser pour mieux régner, c'est-à-dire réussir à immiscer au sein de ces communautés traditionnelles et religieuses les courants réformistes, le protestantisme donc, pour affaiblir ces communautés en question, en altérant, on va dire, la cohésion communautaire, parasiter les dogmes traditionnels, et tout ceci, in fine, crée une fragmentation, voire une atomisation des communautés religieuses. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les communautés religieuses aujourd'hui, elles sont plus que divisées, tout le monde se tire dans les pattes, c'est de l'individualisme à outrance. Donc aujourd'hui, il est difficile de faire face à la communauté dite républicaine. C'est très très compliqué. Mais, pour revenir sur le sujet, beaucoup de musulmans ont senti quand même cette attaque hostile et parfois subtile de cette république. Et par réflexe, j'ai envie de dire, il y a eu cette envie, pour beaucoup de musulmans, pour ne pas dire la plupart, d'adopter un islam plus rigide pour se démarquer, pour affirmer une identité. Là où certains aussi ont pris le créneau d'adopter un islam beaucoup plus aseptisé pour mieux s'adapter, pour mieux s'assimiler, s'intégrer, la plupart des musulmans, eux, ont opté pour adopter un islam beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus dur, beaucoup plus marqué, pour faire acte d'une certaine manière de résistance, quoi. Et à présent, on peut parler de l'arrivée du salafisme, qui a servi de cheval de Troie pour les élites républicaines. Les pays du Golfe ont très grassement financé ce courant par-delà les frontières avec complicité de certains États, bien évidemment. L'Arabie Saoudite a joué un rôle majeur dans la diffusion du salafisme à travers les financements de mosquées, les envois de certains imams, une sorte de propagande assez lourde. Beaucoup d'étudiants français, souvent issus de familles immigrées, sont allés étudier dans les universités saoudiennes d'obédience salafi, avant de revenir diffuser cette vision de l'islam en France. Donc le salafisme, petit à petit, a fini par s'imposer le plus naturellement du monde sur la masse populaire musulmane, qui répondait à un besoin d'identité, de clarté face à un monde perçu comme hostile. Et donc par la suite, on est arrivé en bout de course avec un islam qu'on peut dire identitaire. Et un islam identitaire dépourvu de spiritualité. Donc bien loin de ses références traditionnelles. Et puis il n'y a qu'à voir aujourd'hui, pour beaucoup, pas tous, il y a une consommation, j'ai envie de dire, de l'islam. L'islam populaire a coupé, on va dire, avec la chaîne traditionnelle, vous voyez, des grands savants. Il y a comme une consommation comme ça, un peu individuelle dans son coin, sur Internet. Pour beaucoup, la notion même d'autorité traditionnelle, ça n'existe même pas. Vous voyez, je pratique ma religion, je suis dans ma petite religiosité, il y a Allah et moi, c'est tout. Et ce qu'il faut bien intégrer, c'est que cet état d'esprit, ça n'existe pas en islam. En islam, on ne fait pas sa religion dans son coin. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'individualisme. Ce n'est ni plus ni moins que de l'individualisme. Et c'est clairement aux antipodes de la pensée traditionnelle. Dans la pensée traditionnelle, le je n'a pas lieu d'être. Il n'existe pas. C'est le nous. C'est pour ça, encore une fois, il est question de chaîne de transmission. Tu tires ton savoir de qui? Pour ça également qu'il est fortement conseillé de rester avec les gens du souvenir, comme on dit. Et tout ceci, à bien regarder, crée du lien. Et nous sort de cette maladie moderne qu'est l'individualisme. Et je rappelle encore une fois que la somme d'individualité individualiste n'a jamais fondé de communauté. Le mot communauté renvoie à la notion de comme un, c'est-à-dire faire corps, faire un seul. Et la multitude d'individus individualistes ne fait pas qu'un seul, parce que tout le monde roule pour sa pomme. Donc fait plusieurs, donc fait division. Et c'est ce qui crée littéralement la fitna. Donc cet islam moderne, parce que c'est le mot, parce qu'il est aux antipodes de la tradition, la modernité est ce qui est à contre-courant de la tradition, et le salafisme, qui est l'islam majoritaire aujourd'hui en France, est un réformisme.
Et j'envoie les auditeurs à écouter mon précédent audio qui est sorti il y a 2 jours, il me semble. Et aussi, j'encourage aussi les auditeurs à vous procurer le livre d'Amidi Ridissi, hein, qui s'appelle Le Pacte de Nejd, qui est sans doute le livre de référence qui retrace toute l'historicité du salafisme. C'est très sourcé. Le livre est excellent. J'encourage aussi les auditeurs à écouter les audios sur YouTube de Daoud Rifi. Il a fait un travail assez remarquable sur le sujet. Et très sincèrement, je pense que c'est un sujet vraiment capital. Il est important de s'y intéresser pour pas tomber malheureusement, dans des pièges grossiers, quoi. Et qui nous dessert en finale de compte. Bon, donc pour revenir sur ce que je disais, l'islam salafi, donc l'islam moderne et aujourd'hui identitaire, eh ben, prend corps, ou plutôt a pris corps depuis bien longtemps, dans un écosystème urbain aujourd'hui. Et donc finit par s'entremêler avec la culture urbaine, vous voyez, avec les codes de la rue, vous voyez, avec le rap, avec un peu cette vie voilà, de débrouille, avec la violence. Et une violence qui, d'une certaine manière, fait écho avec le rigorisme islam de banlieue. D'ailleurs, faites le constat vous-même, beaucoup de gros caïds, de gros voyous, de gros légumes, lorsqu'ils décident de se ranger, ils épousent le plus naturellement du monde l'islam rigoriste salafi. Et sans être trop sarcastique, on peut admettre d'une certaine manière que c'est une violence qui a muté. En une violence certes aux ambitions plus nobles, parce qu'il est question d'un rapport avec Dieu, donc c'est beau, mais qui reste violence quand même. Et c'est manière aussi d'affirmer une identité. Avant j'étais le voyou, le caïd, j'étais craint, maintenant je suis le musulman, ou je suis le frère muse, comme on aime dire en banlieue. C'est-à-dire je suis quelqu'un. Avant je rigolais pas dans la rue, maintenant je rigole pas dans le dîn. Et autre chose qui est bon à souligner, c'est que cet islam urbain crée des schizophrénies, crée de terribles névroses. Pourquoi ? Parce que le mode de vie moderne, avec toutes ces tares, c'est-à-dire l'individualisme, le libéralisme, et le consumérisme, c'est-à-dire l'ultra-consommation, et avec toutes les suggestions des bas instincts que nous offre ce mode de vie, est à l'extrême opposé du rigorisme religieux. C'est vivre dans les extrêmes, c'est jongler entre deux extrêmes en permanence. Ce qui n'a pas lieu d'être et ce qui est humainement impossible. Raison pour laquelle cela crée des cas psychiatriques. Je veux dire, c'est extrêmement difficile pour sa santé mentale de s'épanouir dans un islam rigoriste, asséché de toute spiritualité, donc très légaliste et très dur. Et dur pour rien, parce qu'il n'est pas question de sagesse. Là, c'est de l'idéologie. Tout en étant imprégné des codes urbains qui a attrait d'une certaine manière à un certain anarchisme libéral. Franchement, je suis très sérieux, je dis ça sans rigoler, ça peut être vraiment très dangereux. Ça peut littéralement détruire un individu. Bon, c'est comme ça. Et ceci explique aussi pourquoi l'islam s'est ghettoisé. Aujourd'hui, même les non-musulmans de banlieue auront des wallah dans la bouche, sur la Mecque, sur ceci, sur cela, au nom d'Allah, j'entends tout un tas de trucs. Bon, c'est la suite logique, quoi. Et d'ailleurs, beaucoup de non-musulmans de cité ou de banlieue se convertissent à l'islam pour affirmer son identité. Et une identité qui a plus de poids et qui est beaucoup plus en phase avec le milieu. Lorsque le petit Rémi se convertit, se fait appeler Bilal ou Issa, vous voyez, c'est autre chose. Ça a de la gueule, comme on dit, pour parler vulgairement, d'aller chercher son pote Issa. Ouais. Mais d'aller toquer à la porte de son ami Rémi, bon, voilà quoi, c'est moyen. Bon, pour revenir sur l'islam populaire et l'islam de banlieue, il est logique qu'il y ait aussi une certaine affinité avec les sports populaires, c'est tout à fait normal. Donc le football qui est très populaire en banlieue, et puis aussi aujourd'hui la montée du MMA. Vous voyez aujourd'hui tout ce petit monde se mélange un petit peu. Vous pouvez avoir une petite vidéo d'un TikToker qui est musulman mais plus de culture, pas vraiment dans une pratique, qui est proche d'un combattant d'MMA avec les signes extérieurs vraiment musulmans, on prend un selfie dans un comment on appelle ça, dans un snack, dans un chicken, vous voyez, dans un tacos, entre 2-3 wallah, ça prend 2-3 petites cuillères de tiramisu. Bon. Vous voyez, aujourd'hui le musulman se marie bien avec cet univers de murs tagués, de tacos tiramisu, football.
et qui fait du sport de combat, qui écoute du rap dans sa voiture et qui va en Thaïlande en vacances avec ses amis. Vous voyez, c'est un peu... Bon. Alors donc, qu'on s'entende bien, je n'attaque pas les musulmans de banlieue. Je suis un musulman de banlieue, je vis en banlieue. Mais je critique cette ghettoisation dans un milieu urbain. Là où, logiquement, normalement, l'islam devrait nettoyer ce milieu urbain. Quant à la pratique de l'islam populaire, l'islam de banlieue, encore une fois, je généralise, hein, tout le monde n'est pas concerné par ça. Eh bien, on a affaire à un islam très légaliste, c'est-à-dire très sur les règles extérieures, donc très superficiel, très sur la façade. On est là plutôt à savoir quelle taille devrait faire la barbe du musulman, comment doit-on mettre nos chaussettes. C'est un islam de présentation, un islam extérieur. C'est un islam aussi très manichéen, c'est-à-dire très blanc-noir, très oui-non, très licite-illicite, halal-haram. C'est un islam où il n'est que question d'obligation et d'interdiction. Donc après, il est tout à fait logique, lorsqu'on s'épanouit, je ne sais pas si c'est le bon mot employé, mais bon, dans un islam de façade, un islam d'extérieur, eh ben, notre œil sera très avisé à regarder les musulmans, à savoir si leur extériorité est correcte ou pas. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Il n'est pas question de cœur, d'intériorité, de comportement. C'est comment tu es. Comment tu te présentes. Le frère Muse, comme on l'aime l'appeler en banlieue, une expression que je ne supporte pas d'ailleurs, celui qui a la longue barbe, qui est toujours en tenue islamique, ne peut être que bon musulman. C'est un vrai. La femme voilée intégralement ne peut être que bonne musulmane. Elle peut être que assidue dans sa religion. Parce que voilà, elle se présente comme musulmane. L'islam identitaire, encore une fois. Donc, on est dans un islam de jugement. On est là à savoir qui est vraiment musulman, qui n'est pas musulman, qui est un égaré, qui est un innovateur, qui est hypocrite. Vous voyez ? On a des doutes sur tout, alors qu'il y a une règle fondamentale en islam, c'est qu'à la base, tout est licite, jusqu'à temps que tu aies une preuve qui te prouve que c'est illicite, et tu ne vis pas dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu mets pas des doutes sur tout, et attendre une preuve qui te certifie que la chose est licite. Vous voyez ? Et encore une fois, cette vision tronquée de l'islam contribue à la déconnexion avec la tradition islamique. La tradition pleine et entière. Islam, iman, ihsan. Ouais, l'islam bien compris dépasse très largement la dimension juridique, même si elle est très très importante, qu'il ne faut surtout pas négliger, sinon on tombe dans l'hérésie bien évidemment. Il faut garder à l'esprit que même les rites les plus extérieurs qui soient ont un sens hautement métaphysique. Et c'est lorsqu'on s'épanouit pleinement dans l'entièreté de sa tradition qu'on arrive à en comprendre le sens. On ne s'arrête pas uniquement à des corps morts, on ne s'arrête pas uniquement à la lettre, qui renvoie au littéralisme salafi. On ne s'arrête pas uniquement à l'aspect extérieur du musulman. L'islam est infiniment plus riche et plus beau et plus magnifique que l'islam pauvre du voile et de la barbe. D'ailleurs, ça me fait penser à un passage, à une scène dans un film, Le plus beau métier du monde, un film en 96, un film comique avec comme acteur principal dedans Gérard Depardieu, qui est un professeur gauchiste qui travaille dans une école très, très difficile, ZEP, ou je me rappelle plus trop, là, en Seine-Saint-Denis. Bref, c'est un film qui m'avait fait beaucoup rire. Et puis il y a une scène qui m'avait fait extrêmement rire. C'est Guy Marchand, l'acteur Guy Marchand, qui est décédé depuis, qui avait fait, qui jouait le rôle du principal de l'école, et qui un jour en pleine réunion il pète un câble parce qu'on lui a fait savoir qu'un parent d'élève musulman voulait le rencontrer parce qu'il avait des réclamations à faire. Ma mémoire flanche un petit peu, je me rappelle plus trop, c'est un film qui date. Et Guy Marchand, il sort de ses gonds, il devient complètement hystérique, et il dit, il manquait plus que ça, les foulards et les barbus. C'est tout ce qui me manquait. Il manquait plus que les foulards et les barbus pour me péter la tête, quoi. Bon, ça m'avait fait extrêmement rire, mais c'est pour vous dire, dans l'inconscient général de beaucoup, l'islam est perçu comme ça, quoi. C'est les foulards et les barbus, quoi. Bon, voilà. Donc, encore une fois, l'islam vaut bien plus que ça, que cet islam rigoriste, manichéen, identitaire, oui, du port du voile et de la barbe, la non-consommation de porc, le halal haram. Donc voilà. Donc comme je disais, cet islam qui est populaire, qui est devenu identitaire, était à l'origine une réponse à la modernité, une réponse légitime. Mais malheureusement,
Mais malheureusement, le ver est dans le fruit depuis bien longtemps, avec la diffusion du réformisme au sein de la dite communauté musulmane. Tout ceci conjugué avec le mode de vie urbain, là où l'islam est majoritaire, tout ceci ne pouvait que causer des dégâts considérables. Donc pour cela que j'encourage un réel retour à la tradition, encore une fois, à l'équilibre, donc, et il faut appuyer aussi sur l'importance de l'apprentissage auprès de vrais savants, comprendre et étudier l'histoire et la richesse de l'islam, hein. Bien sûr, réintégrer la dimension spirituelle, hein, car l'islam est une spiritualité et non une idéologie. Important aussi d'employer des mots comme sagesse et tout. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. J'ai échangé avec une connaissance, une très bonne connaissance à moi. Bon, je citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra s'il écoute l'audio. Et je lui disais que l'islam renvoie beaucoup à la paix. Il faut avoir cette notion de paix. Le but, c'est d'aller vers Allah. Mais lorsqu'on va vers Allah, la paix arrive automatiquement. Et il m'avait répondu que lui, il ne voit pas l'islam de cette manière. Pour lui, il n'y a pas question de paix. Il m'avait dit froidement, droit dans les yeux, pour lui, c'est pas une paix. Chose à laquelle j'ai répondu, si tu n'es pas dans une quête de vérité, quête de Dieu, et si tu n'es pas dans une logique de paix, à quoi bon, quoi? Ah oui, les médias et certains politiques attaquent très habilement l'islam, en pointant du doigt cette caricature que je suis en train de décrire depuis le début de l'audio, en la faisant passer pour l'islam. Hein, vous voyez, c'est une manière de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ils critiquent une caricature de la tradition en la faisant passer pour la tradition elle-même. Donc, à nous de nous extirper de cette caricature. Sortons de cette caricature, retournons au vrai islam, à l'islam traditionnel, à l'islam des écoles juridiques, des deux écoles de credo, Asharit et Maturidite. Réconcilions-nous avec le tasawuf. L'islam se départage en 3 plans. Islam, les écoles juridiques, Iman, les écoles de credo, Ihsan, le tasawuf. Réconcilions-nous avec les autorités. Il faut faire très gaffe à l'autodidaxie. Revenons à cette religion du juste milieu, hein, qui travaille sur nous, l'extérieur et l'intérieur. Donc voilà, retournons à la tradition et sortons du modernisme, peu importe la forme qu'il prend, hein, que ce soit la forme religieuse ou autre. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à partager si vous avez trouvé la vidéo intéressante. J'espère ne pas avoir été trop confus. À très bientôt, si Dieu veut. Paix sur vous tous.